Voilà, bonjour à tous. Évidemment, en termes de dépistage du CHC en France, le plus à même de faire ce topo, ce serait Jean-Claude Trinchet, pardon. Et j'ai vraiment une pensée pour lui lors de cette présentation. Alors, le dépistage du carcinome hépatocellulaire, comme vous le savez, c'est la tumeur maligne primitive la plus fréquente du foie. Pour le dépistage, tout d'abord, il faut savoir si c'est un problème de santé publique, oui ou non. À l'échelon mondial, en termes de prévalence et d'incidence, le CHC, c'est le 6e cancer au monde, tous sexes confondus, et l'incidence est en pleine expansion à l'heure actuelle, jusque dans les années 2020-2025, et ensuite probablement qu'il y aura un relais qui sera pris par les CHC induits par la NASH. Deuxièmement, le cancer du foie, c'est un problème important. Pourquoi? Parce que c'est un cancer qui tue, c'est un cancer de mauvais pronostic et c'est la 3e cause de décès par cancer dans le monde. Alors, le dépistage apporte-t-il un bénéfice sur la prise en charge, un bénéfice sur la survie? Est-ce que ça sert à quelque chose, quelque part? Et donc, le but, c'est d'augmenter la proportion de patients porteurs de CHC qui soient accessibles au traitement dit curatif, c'est-à-dire qui permettent d'obtenir des rémissions complètes et durables. Et la surveillance à l'heure actuelle, dans le cas du dépistage, lorsqu'on fait un dépistage, c'est une échographie hépatique tous les 6 mois que l'on peut éventuellement associer à un taux d'alpha-fetoprotéine. Et selon les sociétés savantes et les recommandations, cette association au dosage du taux d'alpha-fetoprotéine sera présent ou ne sera pas présent. Alors, lorsqu'on fait des dépistages dans le cadre d'essais cliniques, qu'on fait des dépistages organisés, évidemment, ça marche bien. Il y a deux papiers qui ont été publiés justement par Jean-Claude. Donc, il y a 100% des patients qui vont être dépistés. On dépiste les populations cibles, donc essentiellement les patients cirrhotiques, mais pas que, on verra plus tard. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on fait le diagnostic, initialement le dépistage, puis ensuite le diagnostic de carcinome hépatocellulaire, ça se fera dans à peu près 3/4 des cas. Et puis 2/3 des patients vont pouvoir ainsi bénéficier des traitements qu'on dit potentiellement curatifs. Mais dans la vraie vie, et là c'est une étude rétrospective, c'est l'étude Chang, montre qu'en fait, qu'au moment où on fait le diagnostic de CHC, on s'aperçoit que le patient était dans le cadre d'une politique de dépistage, dans le cadre d'un projet de dépistage, que dans 20% des cas. Et dans ce cadre-là, il n'y a qu'un patient sur 4 qui est potentiellement éligible au traitement dit curatif. Alors, il n'y a pas qu'en France où ça ne marche pas bien, aux USA c'est pareil. Dans cette étude, donc entre 2005 et 2011, étude rétrospective, chez des patients qui ont développé un CHC sur cirrhose, il y en avait 178, et on s'est aperçu que le diagnostic n'était fait que dans le cadre d'une politique de dépistage, dans le cadre d'un projet de dépistage, que dans 20% des cas. Alors pourquoi dans 80% des cas ce n'était pas le cas? Soit parce que la maladie du foie n'était pas connue, 39% des cas, soit parce qu'il y avait une surveillance, un dépistage, mais ce n'était pas bien fait, ce n'était pas fait selon les recommandations, c'est-à-dire que le patient le faisait quand il avait le temps, le médecin le prescrivait également quand il avait le temps, et puis seulement dans 3% des cas, il n'y avait pas du tout de dépistage de mise en place, malgré l'indication absolue et l'identification de patients à cible pour ce dépistage. Donc finalement, ce n'est pas qu'on oublie, c'est soit qu'on fait mal, soit que la maladie hépatique, parfois, n'est pas connue. Et globalement, les circonstances de diagnostic du CHC, c'est que dans 20% des cas qu'on fait dans le cadre d'un dépistage du carcinome hépatocellulaire sur foie cirrhotique. Et dans presque la moitié des cas, 44% dans cette étude, c'est fait au moment d'une complication, soit complication du CHC, soit complication de la cirrhose. Alors, globalement, le pronostic du CHC est mauvais, ça dépend des stades, bien évidemment, mais en global, c'est plutôt mauvais, c'est inférieur à 12 mois. Et dans cette étude qui a été présentée récemment au Congrès américain sur le foie, on voit qu'il y a des facteurs qui ressortent en analyse multivariée et qui sont prédictifs de la survie des patients. Et parmi ces facteurs, il y a le traitement qu'on va pouvoir appliquer, donc traitement curatif ou pas. Et puis également, il y a le type de structure en termes de prise en charge initiale du patient, également le volume de la structure, c'est-à-dire le volume de patients avec CHC vu dans cette structure qui va rentrer dans les facteurs pronostiques pour les patients. Donc simplement pour rappeler que les traitements potentiellement curatifs, on les connaît tous, c'est la chirurgie, la transplantation ou les thermoablations percutanées lorsque l'indication est bien posée, bien entendu. Il ne s'agit pas de le faire à tout le monde.
Et globalement, quand on fait du dépistage et qu'on peut appliquer ces thérapies dites potentiellement curatives, eh bien, globalement, on améliore la survie, alors que les patients qui vont basculer dans les traitements palliatifs, comme par exemple la chimio-embolisation ou les thérapies systémiques, eh bien entendu, ont un pronostic qui est un peu plus mauvais. Alors, dans toutes les études, il n'y a pas grand-chose de publié, de prospectives, etc., de contrôler, mais dans ce qui est publié, il y a quand même des biais. Il faut se méfier. Le premier type de biais, c'est les biais qu'on dit de dépassement ou biais de latence. C'est-à-dire que si on part du principe que le dépistage et que les traitements qu'on va mettre en place n'ont aucun impact sur l'histoire naturelle de la maladie, donc ça ne sert à rien, eh bien on peut créer un biais. C'est-à-dire que si on attend que la tumeur soit symptomatique pour en faire le diagnostic, on a une survie qui est ici. Si on met en place une politique de dépistage, on va diagnostiquer la tumeur beaucoup plus tôt, alors qu'elle est infraclinique. Mais néanmoins, le temps qui va se passer entre le moment où la maladie est dépistée et le moment où elle va devenir symptomatique sera le même qu'il y ait traitement ou pas de traitement. Globalement, on rallonge de façon artificielle le temps et on va conclure à tort que le dépistage augmente la survie des patients. Donc attention, il y a un premier biais possible. Le deuxième biais possible, c'est le biais de durée. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'évolution du sachet est extrêmement hétérogène d'un patient à l'autre. Et parfois, au sein d'un même foie, chez un même patient, elle peut être hétérogène d'un nodule à l'autre. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des tumeurs qui évoluent vite et des tumeurs qui évoluent lentement. Lorsqu'on a des tumeurs qui évoluent lentement et qu'on applique une politique de dépistage, ce sont des tumeurs qui restent souvent longtemps infracliniques. On a toutes les chances de les choper au dépistage. Donc, on va enrichir notre population dépistée de patients qui ont des tumeurs d'évolution lente, donc de bons pronostics. Au contraire, à l'extrême, si on ne fait pas de dépistage du tout, eh bien, on va essentiellement capter des tumeurs qui évoluent très vite, qui deviennent rapidement symptomatiques, et donc des tumeurs de mauvais pronostic. Et si on compare les deux groupes, eh bien, on va conclure à tort que si on fait du dépistage, eh bien, on a une augmentation de la survie des patients. Donc, il faut tenir compte du temps de doublement de la tumeur et de ce biais potentiel dans l'interprétation des études. Alors, qui doit-on dépister pour le carcinome hépatocellulaire? Donc, c'est essentiellement les patients cirrhotiques, mais pas que. Là, c'est une étude sur une population caucasienne. On voit que les principales étiologies, c'est virus B, virus C, également alcool et autres. Et dans les autres, maintenant, ce qui en force, c'est la maladie dysmétabolique et notamment la stéatohépatique non alcoolique. Et puis, sur les foies non cirrhotiques, eh bien, les principales causes de CHC, c'est l'hépatite B, bien sûr, ça on le sait. Parfois, on ne retrouve pas de cause évidente et souvent, on retrouve des foies stéatosiques, donc des NAFLD, que ce soit des NASH, de véritables NASH ou de simples stéatoses. Alors, dépistage, d'abord, en le cas de l'hépatite, c'est vraiment étiologie par étiologie, ça varie un petit peu. Actuellement, dans les recommandations, qu'elles soient ESL, donc européennes ou bien américaines, c'est une écho tous les 6 mois. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que l'écho doit être faite plutôt qu'une IRM, quelle attitude doit-on adopter chez les patients qui ne sont pas bien échogènes, chez les patients qui ont de la NASH et qui ont un foie très hyperéchogène, chez lesquels les nodules intrahépatiques ne sont pas facilement décelables. Je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas le problème. Pour l'instant, c'est une écho tous les 6 mois et selon les recommandations européennes, on ajoute un dosage du taux d'alpha-phétoprotéine et surtout pour les patients F3 et F4, les deux. Et bien entendu, on sait parfaitement qu'au cours de l'histoire naturelle de l'hépatite C, il y a vraiment des modifications génétiques, mais surtout épigénétiques qui se mettent en place dès le stade d'hépatite chronique, au stade de cirrhose, et les mutations, donc les anomalies génétiques, qui apparaissent beaucoup plus tardivement au sein des tumeurs. On verra que ça aura une importance pour l'attitude qu'on va avoir après le traitement et éventuellement l'éradication du virus. Alors, bien entendu, lorsqu'on traite le virus, maintenant, on a des traitements, vous le savez tous, qui sont très efficaces, très chers, mais très efficaces, et qui guérissent plus de 90% des patients. Est-ce qu'on a un bénéfice sur l'incidence du carcinome hépatocellulaire ou pas? Là, c'est une méta-analyse qui montre que lorsqu'on obtient une SVR, donc une réponse virologique soutenue, donc on considère ça comme une guérison virologique, eh bien, on a un bénéfice sur l'apparition du carcinome hépatocellulaire. Donc, ça devient indiscutable. On voit les courbes d'incidence du CHC chez les patients avec ou bien sans SVR. Par contre, si on fait une dichotomie entre les patients qui sont F0, F2 au moment du traitement, au moment où on initie le traitement, puis on voit que l'incidence du CHC est très faible, donc on a gagné. Par contre, si on guérit les patients au moment où ils sont F3, F4, eh bien, il reste un risque résiduel de survenue du CHC. Et dans cette étude, on a près de 5 ans de suivi, on a quand même à peu près un peu plus de 15% de CHC. Donc, ce n'est pas rien du tout.
Et les facteurs de risque, donc chez ces patients F3, F4, qui vont développer un CHC malgré la virosuppression, enfin la viro-éradication même, eh bien c'est le taux d'alpha-fetoprotéine, c'est la présence d'un diabète sucré, c'est également l'âge, au-delà de 60 ans, et également les plaquettes lorsqu'elles sont inférieures à 150 000. Ce sont des facteurs qui sont ressortis en analyse multivariée. Bien entendu, le traitement antiviral C a un impact sur la fibrose hépatique, ça on sait parfaitement. Lorsqu'on obtient une SVR, on aura tendance à améliorer sa fibrose. Là, c'est une étude qui a regardé la fibrose pré-thérapeutique et après SVR. Et on a divisé les patients entre les patients qui avaient une cirrhose en pré-thérapeutique, ceux qui avaient une fibrose extensive, donc en pont, ou une fibrose simplement portale. Et on a refait une biopsie 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, on s'aperçoit qu'une bonne partie des patients se sont améliorés, pas tous, et une petite partie va s'aggraver. Pourquoi? On ne sait pas exactement, mais néanmoins, une petite partie peut s'améliorer. Donc il y a globalement une amélioration sur l'histologie. Là, c'est une autre étude qui a pris que des patients cirrhotiques avant traitement, 5 ans après l'éradication virale, et on s'aperçoit qu'une partie des patients a amélioré son score de fibrose, voire a réversé le phénotype cirrhotique. Alors, est-ce que la réversion de cette cirrhose supprime le risque de voir apparaître un CHC? Pour l'instant, on ne sait pas. Personne n'a répondu et aucune étude n'a permis de répondre à cette question. Il y a juste cette petite série, c'est l'étude de l'équipe de Vincent Mallet, qui a montré donc chez les patients cirrhotiques, si on regarde le critère HCC, eh bien, lorsqu'on obtient une SVR, il y a un peu moins de cancer. On n'est pas significatif, mais il y a une bonne tendance. Par contre, chez les patients qui ont une cirrhose qui a régressé après traitement, eh bien, on fait un peu moins de cancer que lorsque la cirrhose n'a pas régressé, et là, on était significatif. Néanmoins, il faut des études plus grandes, de plus grande ampleur, prospectives, contrôlées, etc., pour répondre précisément à cette question. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, un patient qui était F3, F4 et qu'on guérit d'un point de vue virologique, on n'a aucune raison de lever la pression de surveillance par échographie hépatique tous les 6 mois. Dans l'hépatite B, c'est un petit peu différent du virus C. Le virus, avec les traitements antiviraux, bien, on l'éradique, le virus disparaît complètement. Les modifications épigénétiques hépatocytaires, certaines vont se fixer dans le génome et certaines vont régresser. Est-ce que celles qui vont se fixer dans le génome vont être suffisantes pour fragiliser l'hépatocyte et lui permettre de se cancériser plus facilement? Pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Pour le virus B, lorsqu'on contrôle la réplication du B, on est donc en virosuppression. Néanmoins, il persiste dans le noyau du cccDNA, qui peut produire un petit peu d'antigène HBC. Est-ce que ça a un impact à cette concentration? On n'en sait rien. Par contre, il y a des intégrations virales dans le génome hépatocytaire. Et ces intégrations vont soit déréguler des oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeurs, ça c'est plutôt rare. Ça peut donner une certaine instabilité génétique, ça c'est plus fréquent. Mais surtout, ça va produire des protéines virales, et notamment la protéine X. Et cette protéine X, on sait très bien qu'elle a un pouvoir oncogène potentiel. Et on a isolé chez les patients qui ont une hépatite B, qui sont cirrhotiques, qui sont virosupprimés ou non, les facteurs de risque de développer un carcinome hépatocellulaire. On voit qu'il y a le sexe, qu'il y a l'âge, qu'il y a la consommation d'alcool, qu'il y a la consommation également de tabac, les antécédents familiaux de CHC, également la présence de l'antigène HBE, le niveau des transaminases, le niveau de l'antigène HBS, le niveau de la charge virale, donc de la réplication, et également, on rentre également dans l'algorithme le génotype du virus B. Et on peut définir ainsi des groupes à très haut risque de cancer du foie, de groupes à risque beaucoup plus faible. Et évidemment, la charge virale est très importante en pré-thérapeutique. La charge virale est importante en per-thérapeutique, c'est-à-dire les patients qu'on va contrôler, qu'on va virosupprimer de façon efficace, eh bien, le risque de CHC sera le plus faible. Au contraire, les patients qu'on ne va pas contrôler du tout, eh bien, le risque sera le plus élevé, bien entendu. Et sous traitement antiviral, bien entendu, ce sont quand même les cirrhotiques qui seront les plus exposés à faire un carcinome hépatocellulaire, c'est vraiment le facteur le plus important qui prédispose à la survenue d'un CHC. Et là, on voit bien dans cette étude que chez des patients qui ont une hépatite B chronique, voilà le risque, l'incidence cumulée de faire un CHC s'il n'y a pas d'antécédent familial de CHC. Et si dans la fratrie, il y a d'autres cas donc d'hépatite B chronique avec déjà des cas de carcinome hépatocellulaire, eh bien le risque double avec un suivi d'à peu près 18 ans.
Alors, le traitement antiviral, bien sûr, lorsqu'on le met en place, il réduit le risque de CHC dans l'hépatite B, ça c'est évident, par rapport au groupe contrôle, quel que soit le stade de la fibrose. Et on s'aperçoit que si on fait une dichotomie entre les patients cirrhotiques et les patients non cirrhotiques, eh bien le bénéfice va essentiellement pour les patients qui sont cirrhotiques, alors que le bénéfice est modeste et n'est pas significatif dans cette étude pour les patients non cirrhotiques. Et il faudra des effectifs beaucoup plus importants pour trouver une éventuelle différence un petit peu subtile. Donc c'est vraiment la cirrhose le point central. Donc lorsqu'on a un patient sous nuque au long cours, la plupart du temps, on va le virosupprimer, donc on va contrôler complètement la réplication du virus B. Est-ce que ça va impacter sur le risque de CHC? Est-ce que ça va supprimer ce risque de CHC? Dans cette étude, on a regardé un petit peu ce qui se passait avec la lamivudine et l'entecavir. Ensuite, autre étude dans laquelle on a comparé l'entecavir et la lamivudine, donc le risque persiste. Et puis là, où on a mélangé entecavir, tenofovir, etc. Et globalement, la courbe d'incidence du CHC chez les patients qui ont une hépatite B chronique, eh bien l'incidence annuelle pour les patients non cirrhotiques, donc en début de traitement, je parle bien, varie de 0,3 à 1%, et chez le patient cirrhotique de 1,4 à 4% à peu près. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans d'évolution d'une cirrhose virosupprimée, on a entre 15 et 40% de risque de voir apparaître un CHC. Alors, néanmoins, les NUC, ils impactent sur la fibrose. On sait bien qu'ils font régresser et qu'ils peuvent réverser le phénotype cirrhotique. Ils améliorent le degré de fibrose également, très certainement. Et dans cette étude, les auteurs ont regardé un petit peu sous traitement, en fonction de l'évolution de la fibrose qui était mesurée par FibroScan, si, eh bien, en fonction de cette évolution, si on pouvait avoir un impact sur le risque de carcinome hépatocellulaire. Donc là, on a le risque minimum pour les patients qui sont inférieurs à 13 kPa en pré-thérapeutique et qu'il leur reste, et le risque maximum, évidemment, pour les patients qui sont à plus de 13 en début de traitement et qu'il leur reste en cours de traitement. Et puis, de façon intermédiaire, mais il y a des patients qui étaient à plus de 13 en début de traitement, qui passent en dessous de la barre des 13 en pair-traitement, et c'est à peu près le même risque que les patients qui sont à moins de 13 en début de traitement et qui passent au-dessus de 13 en pair-traitement. Alors, est-ce que ce sont des patients qui sont un petit peu aggravés ou qui, de base, étaient un petit peu à la limite des 13 et qui sont passés au-delà de 13? C'est pas bien précisé dans ce papier. Autre élément important, un événement qui est beaucoup plus rare au cours du traitement de l'hépatite B, c'est la clairance de l'antigène HBS. Elle est obtenue dans à peu près 5% des cas pour le traitement long cours. Est-ce que l'interféron associé au NUC permet d'améliorer cette clairance? C'est pas bien clair. Néanmoins, si on arrive à se débarrasser de cet antigène HBS avant l'âge de 50 ans, probablement qu'on réduit encore fortement le risque de carcinome hépatocellulaire. Alors globalement, les recommandations actuelles pour le VHB, en termes de dépistage, eh bien on dépiste tous les patients à haut risque. Donc les patients cirrhotiques, évidemment, en premier, et en dehors de toute cirrhose, quel que soit le degré de fibrose, les patients asiatiques après 40 ans pour les hommes, après 50 ans pour les femmes, tous les patients africains, après 20 ans, que ce soit des hommes ou des femmes, les patients qui ont des antécédents familiaux de CHC, et tout porteur du VHB âgé de plus de 40 ans, avec une cytolyse, qu'elle soit permanente ou intermittente, avec une charge virale significative, c'est-à-dire au-delà de 2000 unités par millilitre. Et si un patient, avant qu'on débute le traitement, était éligible au dépistage, eh bien, quoi qu'il se passe en cours de traitement, on poursuit le dépistage jusqu'à preuve que cela ne serve à rien, et pour l'instant, nous n'avons pas cette preuve. Alors, rapidement, j'ai encore quelques diapos et c'est fini. Dans le cas de la NASH, c'est pas bien clair ce qu'il faut faire. Donc, NASH avec cirrhose, évidemment, il faut dépister, puisqu'il y a une cirrhose. L'incidence du CHC à 20 ans, c'est 10 à 25%. Si c'est une NASH, mais sans cirrhose, on est aux alentours de 3%. Et si c'est une simple stéatose sans activité inflammatoire et sans fibrose, on est à 0,5%. Néanmoins, il y a un risque. Si on compare NASH versus cirrhose NASH versus cirrhose hépatite C, l'incidence du cancer est un peu moindre en cas de NASH. Le cancer arrive un petit peu plus tardivement, en moyenne à 70 ans versus 64 ans chez les patients qui ont une hépatite C. Néanmoins, dans la NASH, on peut très bien avoir, ou donc dans le syndrome métabolique, des CHC sans passer par la case cirrhose. Donc c'est comme pour l'hépatite B, il y a un risque, même s'il n'y a pas de cirrhose. Et dans cette série, on retrouvait un score F0, F2 dans le foie non tumoral dans 65% des cas. Et globalement, la cirrhose est associée au CHC dans 42% des cas en cas de NASH. Donc c'est pas énorme, hein, c'est un cas sur deux à peu près.
contre 95% en cas d'hépatite alcoolique cirrhotique. Donc, le dépistage sur la maladie stéatosique du foie, oui, s'il y a cirrhose, on ne discute pas. S'il n'y a pas de cirrhose, on ne sait pas. Il n'y a pas de recommandation, donc on ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'il faut faire pour ces patients. Alors, en résumé, quels sont les patients qu'il faut dépister? Donc, il y a ceux pour lesquels c'est indiscutable, la surveillance est recommandée, puis il y a ceux pour lesquels la surveillance, le bénéfice est incertain. Ceux pour lesquels le bénéfice est incertain sont les patients qui ont une NASH non cirrhotique. On sait qu'on les patients qui ont une hépatite C chronique F3. Dans les recommandations, il faut faire, on n'a pas la preuve que c'est utile. Les patients qui sont infectés par le virus B et qui ont moins de 40 ans pour les hommes et moins de 50 ans pour les femmes et qui ne sont pas cirrhotiques, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Le bénéfice n'est pas clair du tout. Les patients qu'il faut absolument dépister, c'est d'abord tous les cirrhotiques, quelle qu'en soit la cause, ça c'est évident. Également les patients qui sont porteurs du virus B, quel que soit le degré de fibrose, s'il y a des antécédents familiaux d'hépatocarcinome, et les patients donc asiatiques, de plus de 40 ans chez les hommes, de plus de 50 ans chez les femmes, et chez les Africains, c'est au-delà de 20 ans. Et voilà, j'ai terminé pour mon topo. Je vous remercie.